Écoutez, je vous propose que nous débutions cette petite table ronde consacrée à la question de la politique de la ville et les enjeux qui y sont liés, notamment sur les quartiers. Quartiers qui ont été sous le feu de l'actualité au mois de juin dernier. Donc, pour apporter un regard et un éclairage sur les enjeux des quartiers liés à la politique de la ville, donc je vous rappelle que 8% de la population vit dans ces quartiers, que la politique de la ville est une politique publique qui a été initiée il y a maintenant une quarantaine d'années, donc qui avait la vocation d'allouer un certain nombre de moyens à la fois sur le volet rénovation urbaine et sur le volet développement social. Donc 40 ans après la mise en œuvre de cette politique, où en sommes-nous? Donc pour porter ce regard, nous avons trois personnes autour de cette table qui représentent pour les uns deux associations qui interviennent de manière opérationnelle, on va dire, sur ces quartiers, plus à travers la personnalité de Gilles Le Proust, une association des maires de France, de villes et banlieues, donc j'ai bien retenu la dénomination. Donc là, c'est plutôt une association qui collecte, mais Gilles s'en fera le porte-parole, à la fois les attentes et le regard que portent les élus sur ces quartiers. Et il y a une fonction un peu de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire avancer un certain nombre de questions. Donc à ce titre-là, Ville et banlieue a fêté ses 40 ans au mois d'octobre à Lyon. Une des thématiques, et en tout cas l'axe un peu directeur de la célébration de cet anniversaire, était de pouvoir afficher le fait que les banlieues n'étaient pas un problème, mais une solution. Donc là, on a des acteurs qui fabriquent des solutions au quotidien dans les banlieues. Donc ce que je vous propose, c'est faire un premier tour de table pour que chacun puisse se présenter, et puis après qu'on engage le débat. Hervé, peut-être? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hervé Fernandez, je suis directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Bonjour, moi je suis Sandrine Martin. Et qu'est-ce que fait l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme? Alors, on a dans notre pays... Et en lien avec les quartiers populaires. Oui. Il y a dans notre pays 2 500 000 personnes qui ont tout en commun d'avoir fréquenté l'école de la République. Elles parlent notre langue. Quand elles s'adressent à nous, on les comprend. Quand on s'adresse à elles, elles nous comprennent. Mais il manque à ces personnes une première marche indispensable en lecture, écriture, calcul, qui fait qu'elles ne sont pas autonomes dans des situations très simples de la vie quotidienne. Donc l'Agence de lutte contre l'illettrisme porte cet enjeu de l'accès de toutes et tous aux compétences de base. Souvent, on confond l'illettrisme avec d'autres difficultés. Personnes qui ne parlent pas notre langue, qui doivent apprendre le français. Il y a des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, qui sont analphabètes. Donc le rôle de l'agence est de mettre en lumière ce problème de l'illettrisme, de le mettre en lumière aussi dans les quartiers qui sont couverts par la politique de la ville. Alors, il faut être clair sur le fait que sur les 2 500 000 personnes, 90% de ces personnes ne vivent pas dans les quartiers couverts par la politique de la ville. Autrement dit, c'est important de dire que voilà, toutes les personnes confrontées à l'illettrisme ne vivent pas dans les quartiers couverts. Et quand on s'intéresse aux 10% des personnes qui vivent dans les quartiers couverts par la politique de la ville, on s'aperçoit que les difficultés sont plus importantes qu'ailleurs. Donc le rôle de l'agence est de mettre en lumière ce phénomène. C'est aussi d'organiser des solutions, de mobiliser des moyens pour que l'action des pouvoirs publics, de la société civile, des entreprises soit orientée vers la prise en charge de l'illettrisme. Et c'est aussi de diffuser des outils pour que cette prise en charge elle soit plus efficace, utile aux personnes. Merci Hervé. Sandrine. Donc Sandrine Martin, moi je suis directrice enseignement supérieur jeunesse à l'AFEV, qui est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Et on a pour objectif maintenant depuis plus d'une trentaine d'années de mobiliser des jeunes pour intervenir sur des actions de solidarité, à la fois dans leur ville d'études ou dans leur quartier. On est présent dans de très nombreux quartiers politiques de la ville. Alors, si la ville et banlieue a l'habitude de dire les banlieues et les quartiers sont la solution, pas le problème, enfin le problème, mais surtout la solution, chez nous, c'est pareil. Les jeunes sont plus une solution qu'un problème.
Et donc on essaie de faire en sorte, à travers différents programmes, et dont on parlera peut-être tout à l'heure, notamment un gros programme de mentorat avec des étudiants et des lycéens envers des enfants plus jeunes, un programme aussi important de colocation solidaire dans les quartiers prioritaires, où des étudiants vont vivre en colocation et s'investissent sur les quartiers où ils habitent. Donc des choses qui vont dans le sens d'une plus grande mixité, et surtout montrer que certes les solutions peuvent venir de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, et ça c'est un élément assez fondamental. On a plein d'autres actions, mais je vais aller assez vite pour passer la parole. Monsieur Le Proust, alors en tant que grand chef d'orchestre de toutes ces collectivités qui ont des quartiers prioritaires, quel regard vous portez aujourd'hui et quelle action finalement vous menez pour que la vie des quartiers s'améliore? Ça, c'est une sacrée question. Une des questions à laquelle nous sommes confrontés, les villes qui ont des quartiers dits prioritaires, c'est que, et je comprends souvent, c'est souvent présenté parfois, trop souvent présenté comme des quartiers difficiles. Moi, je préfère dire que c'est des quartiers où les habitants qui y résident ont des vies difficiles. Ce qui change déjà le prisme des choses. C'est-à-dire que notre action, l'Association des maires de villes et banlieues de France, c'est fédérer des villes. Alors des villes comme Allonnes qui ont 11 200 habitants, dont 50% de la population vit dans les logements sociaux. Mais c'est aussi, je salue Audrey Gassian qui est maire adjointe à Petit-de-la-Ville à Marseille. C'est aussi des villes comme Marseille qui sont adhérentes à Villes et banlieues, Paris, Bordeaux, Lyon. Donc c'est de fédérer à partir de nos expériences, de nos constats. Et je vais revenir sur expérience où nous expérimentons effectivement, pour toujours revenir, nous sommes la solution, des choses avec des associations. Vous en êtes des acteurs dans les quartiers, plus avec un réseau national, mais nous avons également dans nos villes plein de petites associations qui font un travail remarquable. Et c'est comment on fait entendre, à partir de ces expériences, nos attentes, nos exigences auprès des gouvernements, quelle que soit en soi d'ailleurs la couleur politique, pour que les mesures soient prises et accompagnent avant tout les habitants, les associations et les villes que nous sommes. Nous avons eu un conseil interministériel des villes il y a 3 semaines, sous l'égide de la Première ministre, avec une quinzaine de ministres à Chanteloup-les-Vignes. Moi, dans mon intervention, le point, avant même de parler de la politique de la ville, que j'ai porté, c'est comment les politiques de droit commun, en gros les politiques des différents ministères, sont particulièrement présentes dans nos territoires. Et quel que soit le champ. Et je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre, et j'arrête là. Nous avons porté dans le cadre, après l'appel de Grigny, une proposition qui était dans le rapport Borloo, une des rares qui a été reprise, les cités éducatives, qui sont un dispositif qui permet, y compris, vous en êtes souvent des acteurs, localement, de faire travailler tous les acteurs d'un territoire, sortir des tuyaux, dans l'intérêt commun et pour élaborer un certain nombre de propositions. Mais cette cité éducative, elle ne peut être véritablement opérationnelle qu'à partir du moment où l'éducation nationale est présente, fortement présente dans le territoire. Parce que quand on se trouve là dans des territoires où il y a une cité éducative et parallèlement l'éducation nationale à la rentrée supprime 2-3 postes d'enseignants en REP ou en REP+, où il manque des infirmières, des psychologues, des médecins scolaires, on voit bien quelque chose qui ne colle pas. Donc voilà, c'est ça ce que nous portons Villes et banlieues, c'est auprès de l'ensemble de nos interlocuteurs, que le droit commun puisse être particulièrement présent, et ensuite, comment on décline ces crédits politiques de la ville, et le plus possible, c'est ce qu'on a gagné d'ailleurs avec le nouveau contrat de ville, c'est que les priorités soient fixées non plus au plan national, mais dans chacun des quartiers prioritaires, pour que ça réponde le mieux possible aux attentes et aux besoins des habitants, dans leur diversité et bien sûr la jeunesse. Alors, à vous entendre finalement, parce que c'est quelque chose qui est souvent évoqué quand on parle de la politique de la ville, il faudrait aller au-delà des moyens. Puisque ce n'est pas simplement une allocation de moyens supplémentaires, mais c'est aussi, à un moment donné, un problème plus de méthode d'intervention, de clarification de relations partenariales. Donc à ce titre-là, Hervé, du point de vue de l'agence, si vous aviez des propositions à faire avancer
en matière de politique de la ville. Quelles seraient ces propositions ? Nous, on pense qu'on a besoin, pour mobiliser le droit commun de l'éducation, de la formation professionnelle, les entreprises, pour mobiliser tous les partenaires, on a besoin de clarifier les choses et d'informer, de sensibiliser encore sur la présence de l'illettrisme et de sensibiliser, d'informer, de veiller à ce que les décideurs prennent bien le temps de se documenter, de s'informer sur cette réalité qui est invisible. Et donc, on a une proposition qu'on a mise en œuvre dans les Hauts-de-France ces derniers mois et qu'on souhaite tendre à d'autres territoires, qui vise à ce que, dans le cadre de la préparation des contrats de ville, eh bien, il y a tout un mouvement d'information, de sensibilisation qui soit conduit. Donc, on a mis en place une 60aine d'ateliers de sensibilisation de tous les acteurs de la politique de la ville. Ça a concerné 650 personnes. On continue l'année qui vient. Et donc, on aimerait pouvoir étendre ce type d'initiative parce que souvent, ce problème de l'accès aux compétences de base, il est confondu, visible, et donc si on ne le nomme pas, si on ne prend pas en compte, on s'interdit d'y répondre quelque part, et donc on sait qu'il y a des moyens très importants qui peuvent être mobilisés pour gommer les inégalités d'accès dès le plus jeune âge. Donc ça, c'est pour nous, le premier enjeu, c'est vraiment celui de l'information de base, la sensibilisation, la prise de conscience. Alors on a des moyens chaque année à travers le Journée nationale d'action contre l'illettrisme pour parler de ce problème, faire connaître les solutions de proximité. Mais cet effort de sensibilisation, d'information, de clarification, il s'accompagne aussi de la mise à disposition d'outils, de services et d'informations sur l'offre qui existe et les solutions qui sont présentes dans les quartiers couverts par la politique de la ville. Il y a une deuxième proposition aussi qui consiste vraiment à se donner une ambition très très forte. Je pense notamment, parce que vraiment dans le prolongement de l'intervention de Gilles Leproust, je pense à ce qui s'installe avec France Travail par exemple. Nous, on porte une ambition qui est de dire aucune personne ne doit sortir d'un dispositif d'insertion, d'accompagnement vers l'emploi en étant encore en situation d'illettrisme. Et donc on pense que c'est aussi en se fixant ce type d'objectif-là qu'ensuite on peut mobiliser, s'asseoir au table pour mobiliser les moyens qui sont disponibles. Et donc à l'agence, on fait on porte cette ambition-là. Bien sûr, on met à disposition des outils, des services pour évaluer les bases, accompagner les personnes vers leur acquisition, leur réacquisition. Et le troisième position, la troisième proposition, c'est une proposition qu'on expérimente en ce moment, qui est tournée vers les familles. C'est un programme qu'on a appelé Familire, qu'on expérimente avec l'aide du Fonds d'expérimentation jeunesse dans les 5 territoires d'outre-mer, avec cette idée très simple que des jeunes mamans, au moment où leur enfant entre à l'école, ont envie de réapprendre à lire, écrire, si elles sont fâchées avec la lecture et l'écriture, et qu'on va pouvoir les accompagner grâce au numérique. Ça peut être dans le cadre des démarches de la vie quotidienne, ça peut être pour inscrire ses enfants à la cantine, et grâce au numérique, on va pouvoir leur redonner confiance dans leurs capacités et les accompagner vers la réacquisition des savoirs de base. Et on fait l'hypothèse que parce qu'elles sont plus à l'aise avec la lecture, l'écriture, le numérique, elles le seront aussi dans leur relation à l'école, dans l'accompagnement des premiers pas de leurs enfants vers l'acquisition des savoirs essentiels. Et donc on évalue ce programme pour voir comment cet investissement auprès des jeunes mamans produit des résultats dans le parcours scolaire des enfants. Donc on a appelé ce programme Familire. Il est en place dans les 5 territoires d'outre-mer. On pense que ça peut tout à fait s'inscrire avec les moyens du droit commun dans le cadre des cités éducatives, par exemple. Alors Sandrine, si on regarde de manière un peu rétrospective, puisque la FEV finalement a 30 ans aussi, donc est un enfant de la politique de la ville. Aujourd'hui, c'est une structure qui mobilise 18 000 étudiants. Et quand j'écoute vos interventions, vous avez coutume de dire qu'un des enjeux aussi pour la FEV, c'est de faire le lien entre les établissements d'enseignement supérieur et les quartiers prioritaires.
Donc finalement, derrière ça, on peut se dire aussi une des évolutions et un des enjeux, ce n'est pas simplement des interventions endogènes au territoire identifié comme politique de la ville, mais bien trouver les moyens d'opérer des connexions avec des ressources qui se trouvent à l'extérieur et à la périphérie des quartiers prioritaires. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça ? Je vais prendre un exemple parce que tu as presque déjà tout dit, mais un exemple assez concret où vous allez comprendre les interactions et comment on peut faire système et rentrer dans le droit commun. Je prends un exemple que je connais bien, qui est ma ville, qui s'appelle Poitiers, où il y a un certain nombre de quartiers prioritaires et une très grosse université. Dans le travail avec la collectivité, depuis un certain nombre d'années, on s'est dit, voilà, on a un problème de jeunes qui arrivent en 6e, qui ne savent pas lire correctement. Comment on peut travailler ce problème-là dès la maternelle ? Et là, très simplement, on a pris un des programmes de la FEV qui fonctionne bien, qui s'appelle Accompagnement vers la lecture, où en gros, des étudiants vont lire des histoires 2 fois par semaine au domicile des familles aux enfants, et le font en présence des parents. Évidemment, à travers ça, ils travaillent le lien avec la bibliothèque de quartier pour prendre l'adhésion, pour aller y choisir des livres. Ils travaillent aussi avec les personnels de l'éducation nationale, quels qu'ils soient, que ce soit en périsco ou les enseignants, pour travailler ensemble, potentiellement des thématiques ou des projets même au sein de l'école. Et tout ce travail dedans, dehors, et même en salle d'attente de PMI, où il y a aussi des animations lecture, permet de faire système. Et on a travaillé en disant, bah voilà, cette année, on en fait 100. Pour couvrir l'ensemble des quartiers prioritaires de Poitiers, pour prendre en charge les grandes sections, il faudrait 1000 étudiants. L'université de Poitiers, c'est 30 000 étudiants. On peut le faire. On se donne 5 ans pour arriver à faire en sorte que, à travers l'investissement de l'université pour mobiliser les étudiants, puisqu'il y a un truc qui s'appelle à l'université la reconnaissance de l'engagement. Donc les étudiants qui s'investissent peuvent faire reconnaître leur engagement et obtenir des crédits ECTS avec l'acquisition de compétences qui est portée. Donc il y a un levier. De l'autre côté, comment l'éducation nationale avec la collectivité se met en place pour pouvoir repérer, proposer aux familles et faire en sorte que ce projet-là il soit pour tout le monde. Et à la fin, on évalue. On évalue si le fait d'avoir pris en charge toutes ces grandes sections de maternelle à travers cet accompagnement vers la lecture qui se fait sur 2 ans, grande section et CP, ça a servi à quelque chose et ça a permis à un moment donné d'avoir moins de difficultés dans l'entrée dans les apprentissages pour la lecture, 2, de faire comprendre aux familles et de travailler avec elles leur rôle par rapport à l'école et par rapport à l'acquisition de la lecture, et puis les sentir plus à l'aise aussi avec l'ensemble des possibilités culturelles du quartier qui sont travaillées à ce moment-là. Et dernier point, vous savez que l'ambition scolaire, ça se travaille tout petit, et le fait d'avoir un étudiant qui vient à la maison toutes les semaines, ça fait qu'à un moment donné, on en a côtoyé un. Généralement, on réintervient plusieurs fois dans le parcours, et ça permet de se dire, pour moi aussi, c'est potentiellement une possibilité. Donc c'est vraiment dans un temps long, et c'est ça qui nous manque le plus souvent. On parlait tout à l'heure d'éléments structurels et systémiques, c'est ça qui manque à la politique de la ville, c'est comment on passe d'expérimentation au droit commun. Et là, typiquement, aujourd'hui, on a plein d'expérimentations qui marchent. Comment on les inscrit dans le temps et comment on évalue pour voir si réellement on peut changer des choses de manière très importante sur un territoire. Et là, on va voir si on arrive à le faire. Ça fait déjà 2 ans. La collectivité s'est investie, l'éducation nationale aussi, à travers la cité éducative, l'ensemble des partenaires. On verra si ça marche. Et les jeunes sont au rendez-vous. Les étudiants sont là et ça fonctionne. Pareil sur les CAPS et les logements, mais ça, t'en parlerais mieux que moi. Mais il y a plein de projets comme ça qui sont un peu structurants, qu'on peut arriver à développer et qui emmènent l'ensemble des partenaires et qui sont, en termes de ricochets et d'objectifs remplis, qui sont assez multiples. Alors, à écouter un peu ces acteurs, Gilles, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'ils mettent en avant le fait que les quartiers, les jeunes, les populations qui vivent sur ces quartiers sont ressources finalement pour les collectivités locales. Mais vous, finalement, en fédérant toutes ces collectivités locales, en capitalisant toutes les expériences qui sont évoquées, est-ce que finalement vous n'êtes pas ressources pour l'État ? Et si demain vous étiez aux responsabilités, finalement, quel type d'impulsion vous proposeriez pour essayer de mieux articuler finalement une intervention publique efficace territorialement et une impulsion nationale? Alors en termes de responsabilité, vraiment ma responsabilité de maire d'Allonne me suffit pleinement. Aucune ambition ministérielle, je laisse ça à d'autres, même s'il en faut. On n'aura pas de scoop alors. Plus sérieusement, il y a plusieurs enjeux qui ont été posés là par les 2 collègues.
Alors, il y a un premier enjeu qui, je pense, on a obtenu dans les futurs contrats de ville, c'est qu'au moins 50% du contrat de ville va être sur des projets pluriannuels. Parce que les associations n'en pouvaient plus. Les grandes, qui mobilisaient beaucoup d'ingénierie là-dessus, les plus petites, comme vous n'avez pas d'ingénierie, passaient à côté, y compris de financement possible. Sur des appels à projets au dernier moment, des machins, il fallait 25 pages fallait faire plus que l'ENA pour réussir à les remplir. Tu n'étais jamais sûr du résultat. Et d'ailleurs, quand tu n'étais pas retenu, tu étais content quand tu es retenu, mais quand tu n'es pas retenu, tu ne sais pas pourquoi. Et tu dis, j'ai perdu mon temps. Et le temps, surtout qui est perdu, c'est du temps disponible pour aller vers les habitants. Parce qu'une association, elle n'est pas là pour faire des dossiers. Elle est avant tout pour travailler sur l'objet de son association. Donc ça, je pense qu'on a au moins obtenu ça. Il faudra que nous soyons les uns et les autres vigilants, mais ça devrait aider à la visibilité un petit peu pour travailler plus sereinement. Un autre aspect, effectivement, qui est posé, qui est abordé là, c'est la question de l'information des dispositifs à celles et ceux qui pourraient en être éligibles ou intéressés. Là, il y a un véritable défi qui nous est posé. Et alors, j'ai pour un exemple en plus qui concerne la ville d'Allonne, y compris un peu moi, parce qu'après tout, j'ai une part de responsabilité. Comme président de Ville et Banlieue, mais c'était vrai avant, j'étais secrétaire général, la FEV, c'est une association que je connais leur utilité, leur qualité d'intervention. Je ne suis pas là pour flatter, mais c'est une réalité. Je suis aussi vice-président de Le Mans Métropole, politique de la ville. Et bien, sur le territoire de la politique de la ville, la FEV intervient sur 2 villes, on a 3 villes en politique de la ville, sur l'agglo, mais n'interviennent pas à Allonne. Or qu'il y a des besoins, il y a des étudiants, et il y a des besoins, ce qui est fait sur les autres territoires. Alors je dis là, il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on fasse quelque chose, parce que là, ça ne peut pas durer. Mais c'est un petit exemple, c'est qu'on a une véritable difficulté. C'est pour ça quand on dit la banlieue n'est pas le problème et la solution, c'est comment on crée les conditions de mutualiser, d'expertiser et d'évaluer ce que les uns et les autres font. Parce qu'on ne fait pas toujours bien, et c'est normal, parce que la politique de la ville, c'est l'expérimentation. Il faut aussi accepter le droit qu'on se trompe. Et qu'à partir de là, on rectifie. Mais quand ça fonctionne, on voit bien que même sur un territoire qui n'est pas hyper étendu, le Mans Métropole, il y a des bonnes pratiques qui ne sont pas forcément généralisées, alors qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'opposition, y compris des élus que je suis d'ailleurs, sur ces questions-là. Donc là, je pense qu'on a peut-être à travailler, voir comment on améliore. Et puis pour l'accès, effectivement, parfois il faut dire que nos coms, il faut peut-être qu'on réfléchisse sur nos canaux de communication. Il y a le numérique. Je salue Antonin Coy, qui est aussi membre du conseil d'administration de Ville et Banlieue, qui est plus particulièrement chargé de toute cette question sur la fracture du numérique, qui est un véritable enjeu là aussi, par rapport à aller vers et donner connaissance. Donc voilà, moi je suis vraiment, je pense, pour la politique de la ville, il faut sortir des tuyaux, que chacun, et c'est l'intérêt des cités éducatives, où au moins ce dispositif a obligé les uns et les autres à sortir un peu de leur ligne droite là, pour travailler de manière transversale, et avec un objectif, c'est la réponse la plus pertinente possible aux attentes des populations dans tel ou tel quartier. Ce qui ramène que maintenant, c'est chacun des quartiers prioritaires qui va donner ses priorités. Donc ça, plutôt des choses acquises. Et puis qu'on réfléchisse ensemble comment, sur tous les domaines, les différents piliers qui sont dans la politique de la ville, les futurs contrats, des futurs contrats de ville, comment on donne comment on aide les élus, c'est notre responsabilité comme association d'élus, à connaître. D'ailleurs, à Ville et Banlieue, régulièrement, nous invitons des grandes associations, des partenaires à venir à nos bureaux, à nos conseils d'administration, pour que chacune et chacun ait connaissance de ce que l'autre fait. Ce qui me semble un élément hyper important. Et puis après, c'est l'accompagnement du quotidien. Et je pense qu'il y a un mot aussi qui doit être beaucoup plus mis en avant dans la politique de la ville, c'est la confiance mutuelle, quoi. On n'est pas là pour en permanence dire il y a 3 euros qui ont été trop utilisés, pas bien utilisés. Attends, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est quelle amélioration concrète contre les inégalités que vivent les habitants de nos quartiers, nous avons réussi à surmonter avec un objectif utopique, mais qu'à un moment donné, effectivement, ces inégalités n'existent plus dans nos quartiers. Alors ça pose des questions politiques générales, etc. Mais c'est parce que je pense que dans toute politique publique, quand on perd le sens de ce qu'on fait, et quand les acteurs perdent le sens, on est plus dans de la mécanique, de la technique,
on a déjà à moitié perdu le match, quoi. Et donc, allons droit au but pour pas perdre le match comme à Marseille. Merci Gilles. Je pense que ces propos ont valeur un peu de conclusion de cette table ronde. Je vous remercie pour les différentes contributions et bien sûr, je pense que les intervenants sont à disposition des personnes qui ont assisté à ces débats. Merci à vous toutes et tous.